Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue chez Caribde. Merci d'être venus nombreux et nombreux. On est extrêmement heureux d'accueillir ce soir Anne-Sylvie Aumarcel et Vincent Portier pour cette soirée consacrée à la littérature japonaise. Anne-Sylvie, bon, est-il besoin de la présenter? Elle est donc traductrice de l'anglais, auteure de fiction sous le nom de Anne-Sylvie Salzman et adepte. Je pense que le mot convient, adepte du Japon. Oui, spécialiste, c'est pas vraiment ce que j'ai expliqué. Et donc Vincent Portier qui enseigne le japonais à l'université de Paris 1 Sorbonne, qui a écrit une thèse sur Ishikawa Jun et qui donc traduit notamment Haruo Sato ou Sato Haruo. Et donc je vous passe la parole. C'est moi qui commence. Alors, je vais d'abord parler de deux ouvrages en fait qui ne sont pas là, mais parce que je n'avais pas dit que j'allais en parler, mais parce que ce sont deux ouvrages qui sont des pôles, je pense, dans la littérature japonaise, et ça me donnera des jalons pour parler après de mes auteurs à moi. C'est d'abord le Kojiki. Alors, le Kojiki, c'est un ouvrage qui date de 712, qui raconte en fait les origines du Japon, comment le Japon a été créé et comment il a été après, comment les descendants de la déesse solaire ont conquis finalement le Japon. Alors cet ouvrage est intéressant parce que, et simplement, c'est un ouvrage qu'on peut dire qui ne s'embarrasse pas de convenance, qui est extrêmement direct et franc finalement dans ce qu'il raconte. Par exemple, alors évidemment ça parle de divinité, etc., mais il n'y a pas du tout de... c'est présenté d'une manière assez particulière. Ça commence par exemple par la fondation du Japon. Il y a deux divinités principales qui vont s'unir. Leur union est décrite en termes assez concrets, on peut dire. Puis, une de ces divinités va mourir, elle va se retrouver aux enfers, évidemment. Et l'autre va aller la chercher, et là il va découvrir un cadavre brûlant de fer. Après il y a d'autres épisodes avec les enfants de ces divinités. Il y en a un qui vont se retrouver dans la haute plaine céleste, donc à régner un peu sur le ciel. Donc il y a la déesse solaire, celle qui va être la plus importante, et puis il y a son frère qui va venir là semer un peu le trouble. Il va dépecer un cheval, il va balancer ça sur une tisseuse qui travaille pour la déesse solaire, et ce qui va beaucoup la surprendre. Du coup, elle va s'empaler ses parties génitales sur son métier à tisser. Elle va mourir comme ça. Donc la déesse solaire va être vexée, elle va se renfermer dans une caverne, et du coup le monde va être plongé dans l'obscurité, et les dieux vont décider d'organiser tout un stratagème pour faire sortir la déesse solaire de sa caverne. Alors, la première partie du stratagème, c'est qu'une déesse, devant l'assemblée des dieux, va faire un striptease intégral, qui va beaucoup amuser les dieux. Et... Enfin, il y a plein d'épisodes comme ça dans le Kojiki. Et on voit donc que c'est un ouvrage qui ne respecte pas du tout les convenances, qui avait été demandé par l'empereur du Japon pour un peu présenter les différentes... pour recueillir finalement les différentes histoires qui existaient sur la fondation du Japon. Et ça a même choqué un peu à l'époque, et donc l'empereur a demandé qu'on fasse une nouvelle version qui soit un peu plus convenable. Alors ça c'est une des parties, mais c'est alors c'est pas un ouvrage qui aura forcément une grosse influence tout de suite, je dirais, puisqu'il sera plutôt redécouvert à l'époque d'Edo, c'est-à-dire vers le XVIIIe siècle. Mais c'est un aspect, je dirais, de la civilisation japonaise qu'il ne faut pas oublier. L'autre aspect, c'est l'autre œuvre dont je parlais, c'est, alors aussi toujours aussi rapidement, c'est c'est au début du XIe siècle. C'est un ouvrage totalement différent, vraiment le pôle opposé, c'est le Genji Monogatari, qui est traduit par le dit du Genji. Là, c'est une femme de cour qui l'écrit. Et alors là, par contre, je ne dirais pas tout est merveilleux, mais tout est peint avec raffinement, avec élégance. Et donc, c'est un sujet qui est en fait assez scabreux parce que ça raconte les amours du prince Genji. Et il a plein de maîtresses par-ci par-là, et donc il a des tas d'histoires. Mais c'est dépeint de façon, je dirais, parfaite, de bon ton. Il y a une espèce aussi de tristesse qui s'exprime là-dedans, parce que parfois il y a des morts de personnages et tout, mais finalement tout est finalement assez beau, c'est très civilisé finalement. On voit la différence entre le premier ouvrage, le Kojiki, qui est assez sauvage, et le Genji Monogatari, qui représente un Japon complètement civilisé. Voilà, alors je passe maintenant et j'arrive au premier auteur dont je voulais parler. Donc là, plusieurs années se sont écoulées. L'époque du Genji, du Genji, c'est l'époque de cour, c'est l'époque des nobles. Bon, et les nobles avec
finalement leur délicatesse, etc., ben, ils ont fini par un peu s'amollir. Et finalement, c'est les guerriers qui vont prendre le pouvoir. Et évidemment, ça ne va pas se passer tout seul. Il va y avoir pas mal de troubles à cette époque-là. Donc là, on est à la fin du XIIe siècle. Il y a beaucoup de troubles qui arrivent. Le lendemain, on ne sait pas de quoi il va être fait. Il y a des ravages dans la capitale. À ça va s'ajouter pas mal de troubles, de désastres naturels. Il va y avoir des incendies dans la capitale, il y a un tremblement de terre. Enfin, pas mal de catastrophes. Et donc, c'est une époque qui est très instable. Les gens sont inquiets. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Et on interprète ça dans le bouddhisme comme l'époque de la fin de la loi. Parce que dans le bouddhisme, il y a 3 grandes époques. Il y a l'époque, on peut dire l'âge d'or, où le Bouddha est là, et il donne son enseignement. Tout le monde l'écoute, tout le monde fait comme il dit. Et donc tout se passe parfaitement, c'est parfait. Après ça, il y a une deuxième époque, le Bouddha n'est plus là. Alors déjà, là, on respecte les formes de l'enseignement du Bouddha. Mais bon, c'est plus vraiment ça. Mais bon, il y a encore au moins quelque chose à peu près qui subsiste dans les formes. Et puis après, il y a une troisième époque qui arrive où il n'y a plus rien du tout. Et là, c'est une espèce de fin du monde. C'est cette période, donc les Japonais ont interprété ça comme... enfin, on associe cette période justement à cette époque-là, puisqu'il y avait tous ces troubles, tous ces problèmes dans le pays. Et un des ouvrages les plus représentatifs de cette espèce de pensée qui se développe à cette période, c'est le Hojoki, en japonais, les notes de ma cabane de moine de Kamo no Chome. Kamo no Chome, c'était un noble donc qui a fait d'abord une carrière donc à la capitale. En gros, il y avait que la capitale qui était importante. Et puis, bon, il a été un peu déçu finalement par sa carrière. Puis il y a différentes choses qui ont fait qu'à la fin de sa vie, il a tout abandonné et il est parti dans la montagne pour vivre une vie d'ermite. C'est ce que racontent les notes de ma cabane de moine. Alors, bon, dit comme ça semble très beau, etc. Mais en fait, c'est la littérature classique. Dans la littérature classique, on reprend toujours des choses, des espèces de modèles littéraires qui existent déjà. C'est la littérature érémitique, c'est la littérature des ermites qui quittent le monde pour aller à la campagne, aller dans la montagne, pour retrouver finalement une espèce d'origine, un état plus pur, plus simple. Et donc, Kamo no Chome reprend un petit peu ce type de littérature à son compte. Alors, dans la première partie de son ouvrage, il va décrire tous ces malheurs donc, qui ont accablé la capitale, auxquels il a assisté. Donc là, pour moi, c'est à rapprocher d'une certaine manière du Kojiki, parce qu'il y a un côté assez brut finalement, bien que ce soit bien sûr une langue tout à fait aussi convenable. On le voit quand même quand il dépeint l'incendie, comment l'incendie se propage dans la capitale, on sent que vraiment il y a assisté. Quand il dépeint les catastrophes qu'il y a eu après les tremblements de terre, tous les cadavres qu'il y avait dans les rues dont personne ne pouvait s'occuper, là aussi on sent qu'il y a quelque chose un petit peu qui en lui, comme s'il se replongeait finalement dans une espèce de traumatisme qu'il a vécu à ce moment-là. Cette première période, donc, c'est un peu ce à quoi il a voulu échapper. Donc c'est un peu comme si au début on avait un peu le monde du Kojiki qui était là et toute cette sauvagerie. Il a voulu échapper à ça. Et il a voulu retrouver... Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il retrouve en fait... il va chercher... Parce qu'en même temps c'est le monde du Kojiki, mais aussi le monde du Genji qui veut fuir. Parce que c'est un monde qui est le monde des nobles, un monde organisé, etc. Et il va vers un monde plus simple dans la montagne, dans la nature, qui en même temps... pourtant il devrait être plus proche du monde du Kojiki, qui est un monde plus simple en effet, mais qui pour lui va correspondre à un monde plus apaisé, c'est-à-dire que c'est le bouddhisme qui va lui permettre de réinterpréter ce monde naturel comme un monde finalement pour lui paisible, alors que le monde paisible à l'époque du Genji c'était le monde de la cour. Alors, bon, évidemment, il va décrire une nature. C'est le cas toujours un peu dans la littérature des ermites, c'est que l'image qu'il donne de la nature, c'est une image un peu parfaite, très simple, de toute simplicité finalement, mais une image un peu parfaite, tout se passe bien dans la nature, etc. Alors que, bon, on verra plus tard avec un autre auteur, Sato Haruo, que dans la nature, en fait, tout se passe pas toujours très bien. Mais pour Kamo no Chome, ça se passe très bien. Alors en fait, il réinvente ça, c'est aussi donc le bouddhisme qui lui permet de réinventer un nouveau monde de paix, finalement un nouveau monde un peu parfait, comme je dis, le monde du Genji. Et donc c'est un monde en fait qui reste quand même assez artificiel, son monde dans la montagne.
Mais bon, c'est une œuvre aussi où s'exprime, là aussi on peut dire comme le Genji, c'est quelque chose de récurrent dans la littérature japonaise, il s'exprime une espèce de tristesse, on va dire, par rapport à l'impermanence des choses, le fait que rien n'est éternel, tout est toujours est éphémère. C'est une espèce de litanie, on peut dire, qui revient un peu dans son œuvre. Et c'est tout ce que je vais dire pour l'instant. Je vais passer la parole. de lecture. Oui, mais j'ai peur que ça fasse un peu long. Mais si je voulais dire le début. Le début, justement, qui fait référence. Ça commence par. Ça commence par le début, c'est normal. J'ai plutôt le livre japonais qui commence par la fin. Oui, donc le début des notes de Macane de Moine est très célèbre. La même rivière coule sans arrêt, mais ce n'est jamais la même eau. De ci, de là, sur les surfaces tranquilles, des taches d'écume apparaissent, disparaissent, sans jamais s'attarder longtemps. Il en est de même des hommes ici-bas et de leurs habitations. Dans la belle capitale, les maisons des nobles et des pauvres se succèdent dans un alignement de tuiles. Elles semblent durer des générations entières. En est-il vraiment ainsi? Non, de fait. Il y en a bien peu qui soient encore ce qu'elles étaient autrefois. Ici, c'est une maison détruite l'an dernier et reconstruite cette année. Là, une luxueuse demeure ruinée, devenue une maisonnette. Il en va de même pour les gens qui les habitent. Les lieux ne changent pas. Il semble qu'il y ait toujours autant de monde. Mais en fait, sur les 20 ou 30 personnes que j'y ai vues autrefois, à peine en trouverai-je une ou deux. Les uns meurent au matin, qui sont remplacés le soir par de nouvelles naissances. Exactement comme l'écume qui paraît et disparaît sur l'eau. Voilà, c'est le début de Carmen. On va faire une sorte de petit saut dans le temps avec Santo Kyoden. La prononciation est soumise à contrôle. Voilà. Santo Kyoden, c'est un auteur de Edo, donc, et sans vouloir dire de bêtises, c'est l'ancienne Tokyo et qui est devenue capitale bien après la période de... Oui, la capitale dont je parlais, moi, c'était Kyoto, voilà, jusqu'en 1868, enfin entre 794 et 1868, c'est Kyoto la capitale. Voilà. Mais Edo se développe comme une métropole de commerçants à la fois assez aisée, un peu, si j'ai bien compris, un peu en méfiance et en contrebas par rapport au pouvoir. Les marchands ont de l'argent, les marchands ont un art de vivre, mais ils n'ont pas le pouvoir. Donc ils développent un certain nombre de choses qui fait de Edo, la manière dont Edo va se développer, va suivre beaucoup cette structure des marchands et cette défiance par rapport au pouvoir. Et il va s'y développer notamment un quartier de plaisir, Yoshiwara, qui est, on peut dire, quand même unique à peu près dans l'histoire. Pas du Japon. Pas du Japon. Toutes les villes, il y a un quartier comme ça. Mais peut-être dans la manière dont ça s'est structuré, dans la manière dont ce quartier a fini par dicter ses lois justement culturelles, artistiques, littéraires au reste du pays, c'est assez exceptionnel. On n'a peut-être pas de précédent dans d'autres pays. Et ce quartier donc qui n'existe plus à Tokyo, qui a été dissous dans les multiples transformations et destructions de la ville, recèle effectivement un certain nombre de maisons de plaisir avec des femmes qui font commerce de leur charme, avec des hommes qui viennent les fréquenter, avec des cafés, des endroits où on peut boire, des endroits où on peut se réjouir. Et Santo Kyoden est un des premiers dessinateurs de bande dessinée. Si vous faites l'acquisition de ce charmant petit ouvrage, vous verrez qu'il est richement illustré, parce qu'en fait, c'est à l'époque d'Edo se développe aussi une littérature qui est plutôt de large diffusion, des petits livres pas extrêmement chers qui sont vendus et lus dans ce quartier, mais dans d'autres effectivement aussi, et qui vont aborder des tas de sujets sous cette forme de mélange entre le dessin et l'illustration. Et là, on est sur en même temps, on est sur une satire de ce qui peut se passer dans ce quartier, puisque le galantin dont il est question, fricassé de galantin à la mode d'Edo, le galantin dont il est question, c'est un jeune homme qui
décide que sa vie de jeune bourgeois, commerçant aisé n'est pas suffisamment excitante, et il va, avec la complicité assez abusive en fait de personnages de Yoshiwara, se mettre dans des tas de situations totalement grotesques uniquement pour le plaisir d'avoir de l'aventure. Il y a un côté, Christophe, il y a un côté famille fenouillard en fait là-dedans, où c'est les gens qui aiment bien voilà, se mettre dans des... et il va il va se faire couper les vivres par sa famille, parce que ça l'amuse de ne plus avoir d'argent et d'être dans le grand monde, comme un misérable qui doit subvenir à ses besoins. Il va payer des brigands pour que ces brigands l'attaquent. Et il va, naturellement, il se trouve très séduisant, donc il va essayer de se payer toutes les courtisanes possibles et imaginables. Il va un peu... il paie des hommes de main pour le rosser comme au théâtre. Et alors, le bouquet de ses aventures, quand même, est qu'il essaye d'organiser un double suicide théâtral. Le double suicide étant, je ne vais pas me tromper, une sorte de figure récurrente dans le théâtre, dans le kabuki, qui va être le théâtre... vous me dites si je dis... Oui, non, voilà, c'est ça. Voilà, alors, je vais vous lire un petit extrait. Alors, avant d'organiser ce théâtre, ce double suicide, il devient marchand ambulant de papier pour éventail. Conformément à son souhait, donc les textes qui illustrent les gravures. Conformément à son souhait, Enjiro est parvenu à se faire déshériter, quoiqu'il reçoive de sa mère de l'argent dès qu'il en a besoin. Il est donc loin d'être sans ressources, mais l'envie le prend de s'essayer à un commerce un peu coquin. Et il se dit que la vente itinérante de papier à éventail est tout indiquée pour un séducteur. Aussi, avant même le début de l'été, se met-il en route pour vendre son papier à éventail. À marcher toute la journée, il réussit à couvrir ses pieds de belles ampoules et finit par se blaser. Pour le coup, en fait de réputation sulfureuse, c'est celle de fameux excentrique qu'il a établi. À force de marcher dehors, rôti au soleil, j'ai l'esprit brouillé. Malheur, on dirait encore qu'une femme est tombée amoureuse de moi. Bah, c'est une des plaies que doit subir un séducteur. et vous verrez, vous découvrir le personnage qui, voilà, dans ses aventures diverses, c'est pas franchement un séducteur. Il prépare la mise en scène d'un double suicide amoureux. Enjiro, c'est juste après avoir vendu le papier d'éventail. Enjiro, de plus en plus sur un nuage, atteint sur ses entrefaites le terme des 75 jours. Chez lui, c'est la durée dont il a convenu avec ses parents pour aller faire l'andouille à Yoshiwara. Chez lui, on insiste chaque jour pour le libérer de sa situation de déshérité. Mais comme il n'a pas encore eu tout son sou de volupté, il supplie certains membres de sa famille d'intercéder en sa faveur pour obtenir 20 jours de délai supplémentaire. En matière de volupté, il pense que rien sans doute ne vaut un double suicide. Il est prêt lui-même à sacrifier jusqu'à sa vie, et Ukina, qui est sa concubine, n'est pas d'accord. Enfin, sa concubine, n'est pas d'accord. Aussi, se proposant de monter un faux suicide, envoie-t-il en éclaireur Kinosuke et Shian, avec pour mission d'intervenir dès qu'ils entendront l'invocation au Bouddha Amida. Ils évaluent d'abord le rachat du kina à 1500 pièces d'or, après quoi il leur faudra acheter tous les accessoires nécessaires au double suicide, dont une paire de kimonos de soie matelassés assortis avec des motifs inspirés de l'ancienne chanson. À l'épaule, une barre de fer et une encre en bas des vêtements, même mise en gage, ils finissent en portée. Il trouve cela encore chez Nakaya et dans les bonnes affaires de chez Yamazaki. Enjiro fait imprimer les 2 poèmes d'adieu au monde sur des estampes qu'il donne à distribuer dans les maisons de thé de l'avenue centrale. Voilà. Donc le double suicide, comme vous l'imaginez, enfin je vous laisse découvrir la suite des aventures de ce galant. Et la présentation, c'est traduit, il faut dire, par qui c'est traduit en fait. C'est traduit par René Garde. Les illustrations sont de l'auteur qui s'illustre sous un autre nom, Santo Kyoden, et tant dans la présentation que dans l'appareil critique, c'est quand même hautement recommandable, et on ne peut que supplier les belles lettres de nous sortir d'autres petits ouvrages du même genre, d'autant que j'apprends qu'il y en a sur les fantômes. Ah oui, il y en a plein. Voilà. Donc, il faut voilà, je leur dirai. Merci. Alors là aussi, on va sauter un peu dans le temps. Donc là, c'était l'époque d'Edo qui finit en 1868. Une époque d'Edo, c'était une époque de fermeture pour le Japon, qui avait fermé ses frontières, les étrangers ne pouvaient plus rentrer. Alors, du coup, il y a toute une culture d'ailleurs particulière au Japon qui s'est développée là.
Et puis donc c'est à partir de 1853, il y a les Américains qui ont forcé les Japonais à ouvrir les frontières. Et donc à ce moment-là, il y a toute la culture étrangère qui va entrer au Japon, puis les Japonais sont très intéressés par ça, donc ils vont aussi aller parcourir le monde pour récolter tout ça. Et moi, mon auteur, ça se situe quelques années après, c'est Sato Haruo, donc, et ces récits-là ont été publiés autour de 1917. Alors, Sato Haruo, c'est un des personnages particuliers dans l'histoire du Japon, dans l'histoire littéraire du Japon, parce qu'à cette époque-là, c'est un auteur qui connaît aussi bien la culture classique japonaise. La culture classique japonaise, c'est la littérature classique japonaise et la littérature classique chinoise, et qui aussi va s'intéresser énormément à la littérature occidentale, et va aussi très bien la connaître et traduire même quelques-uns. Je ne sais pas trop comment il a traduit cette littérature occidentale d'ailleurs, parce que apparemment il était quand même pas super doué pour les langues, mais en tout cas il avait quand même beaucoup de connaissances de la littérature occidentale. Alors, lui aussi, du fait qu'il a cette culture japonaise qui derrière lui, et cette culture chinoise aussi, eh ben, il va faire un peu comme Kamo no Chome dans les notes de Makaman de Moine. Son personnage va faire comme ça, c'est-à-dire qu'il va, il y a plusieurs récits dans celui-ci. Le plus connu, c'est celui que j'ai intitulé Morne Saison. En fait, c'est moi qui ai traduit le livre. En japonais, le titre c'est Den-en no Yutsu, c'est-à-dire en fait, ça serait une espèce de le spleen de la campagne. En français, ça c'est pas très beau, donc c'est devenu Morne Saison. Cet ouvrage, qui est son ouvrage le plus célèbre, qui est son chef-d'œuvre, raconte l'histoire d'un intellectuel qui va quitter la ville pour s'installer à la campagne aussi, un peu donc sur le modèle de tous les ermites qu'il y a eu avant, dont Kamo no Chome. Seulement, il est quand même beaucoup plus jeune que Kamo no Chome. Lui, il était parti dans sa vieillesse finalement s'installer à la montagne. Lui, il part dans la vingtaine, je pense. Il part donc s'installer à la campagne pour retrouver là aussi quelque chose de la vie des origines, finalement, la simplicité, pour quitter la ville et toute son agitation. Et en fait, il va se rendre compte très vite qu'à la campagne, la vie n'est pas aussi facile qu'il l'imaginait. Alors d'abord, il va se rendre compte que d'abord il y a des insectes à la campagne. Les insectes, ça peut être assez embêtant. Il y a toute une végétation qui pousse n'importe comment, et que il faut s'en occuper aussi. Il y a des gens qui sont là, qui sont pas forcément contents qu'un oisif finalement vienne s'installer là sans rien faire. Il y a des tas d'animaux aussi qui sont là, qui font un peu n'importe quoi. Alors je dis ça comme ça, en fait c'est pas du tout aussi, c'est pas une œuvre amusante comme La Fricassée de Galantin, c'est une œuvre tout à fait sérieuse. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, donc il y a cette espèce de volonté de redécouvrir un monde simple, mais donc là on peut le rapprocher toujours, je le rapprocher de mon Kojiki, parce que, à la différence de Kamo no Chome, qui lui a idéalisé son monde de la montagne, lui, il peint le monde de la campagne tel qu'il voit, mais en même temps, il est dans ce monde de la campagne, et il ne le quitte pas, et il a besoin d'atteindre un équilibre. Et donc, finalement, pour idéaliser, on peut dire à sa manière, pour retrouver un équilibre dans ce monde qui pourtant est assez hostile, eh bien, il va recourir finalement à toutes ses connaissances littéraires. Alors, il y a les connaissances littéraires, donc j'ai dit, littérature classique chinoise ou japonaise, donc parfois il y a certaines citations justement de littérature chinoise, qui montre bien qu'il y a une influence sur son œuvre, mais il y a surtout finalement le courant romantique de la littérature occidentale. Alors, le courant romantique, je rappelle que le courant romantique, c'est pas on regarde un coucher de soleil gentiment, je sais pas, en pensant, avec un air rêveur, c'est au contraire beaucoup plus quelque chose d'assez inquiétant, avec des paysages un peu angoissants. Il y a des choses beaucoup de choses comme ça. Il y a un côté merveilleux, mais il y a toujours aussi un côté qui fait peur. Et c'est ce côté-là, finalement, qu'il va peindre dans cet ouvrage-là. Alors, il y a des descriptions de nature qui sont très belles, mais d'un autre côté, il y a des descriptions de choses qui sont plus angoissantes, et
plus en plus, vraiment, son imagination va prendre le pas et ça va même virer vers l'imaginaire. Alors il va avoir l'impression un soir de pleine lune de voir un fantôme. En fait, c'est son double même qu'il verrait un peu plus loin. Son double qui appelle ses chiens vont vers son double. Et alors que normalement, ses chiens n'obéissent qu'à lui, alors il les rappelle, mais ses chiens ne reviennent pas vers lui, ils restent avec son double. Puis son double finalement va s'évanouir, il ne sait pas trop ce qu'il est devenu. À un autre moment, il va avoir l'impression de voir un chien enragé qui court dans la campagne. D'autres moments aussi, il entend, quand il est couché, il entend des sons. Il entend un train qui passe, alors que normalement, il n'y a jamais de train qui passe à cette heure-là. Il entend des musiques, il entend des chants. Devant ses yeux, il voit une ville, d'abord minuscule, et puis soudain cette ville grandit, devient immense, et puis soudain la rapetisse aussi, elle revient toute petite minuscule, comme une miniature. Donc il a une espèce d'illusion, d'hallucination qui commence à l'obséder. Et donc l'ouvrage mêle ce côté merveilleux, parce qu'il y a aussi des descriptions, il peint des paysages qui sont pour lui enchantés. Il y a une colline notamment. Il observe différents phénomènes qui se passent sur cette colline, différents phénomènes naturels. Enfin, il y a aussi un paysan aussi qui travaille sur la colline. Et de loin, on a l'impression que le paysage change tout seul. Donc il y a des descriptions comme ça beaucoup plus enchantées, je dirais, et qui sont balancées par ce côté un peu obscur et inquiétant. Alors si je lis un extrait... alors le problème de lire un extrait, c'est que c'est des phrases qui sont très longues. Donc enfin, je vais quand même passer. Donc ça c'est un des débuts. Donc il est dans son jardin parce qu'il a loué évidemment une maison pour s'installer à la campagne. Et c'est une maison, autrefois c'était quelqu'un qui était occupé de cette maison. Il y avait un vieil homme qui avait pris ça comme un petit peu comme lieu de retraite lui aussi. Enfin il vivait déjà à la campagne, mais c'était un lieu de retraite. Il avait installé, il avait mis des fleurs, il était bien occupé. Il avait fait très attention à son jardin, des plantations qu'il mettait dans son jardin. Et il est mort, ce vieil homme, et tout est parti un peu à l'abandon, c'est resté un peu comme ça. Après, il y a d'autres gens qui ont habité là. Enfin, il y a toute une histoire qui explique ce qui s'est passé dans cette maison, mais tout a été parti à l'abandon. Il y a un jardinier qui est venu, qui a arraché les plantes qui lui plaisaient pour aller les revendre. Enfin, donc, le jardin a pas mal changé, et maintenant, c'est un vrai chaos. Alors, ça commencerait comme ça. Cette végétation diverse, avec ses branches et ses feuilles foisonnant sans retenue, au regard de l'ensemble du jardin, était d'une sombre mélancolie. Comme le spectacle de cheveux en désordre pendant sur le front couleur de plomb d'un fou. Ces plantes et ces arbres avaient une pesanteur invisible, écrasant le jardin qui n'était pas si large, et on avait aussi l'impression qu'ils avaient encerclé à distance le bâtiment qui se trouvait en leur centre et était sur le point de l'engloutir. Mais ce qui lui donna le plus grand sentiment d'horreur, ce n'était pas cette violente détermination dont faisait preuve la nature. C'était au contraire les derniers vestiges d'élégance d'une organisation agencée par la main de l'homme, qui conservait une existence ténue au sein de ce chaos. C'était le fantôme d'une volonté. Même si le jardinier retors s'était quasiment emparé de tout dans ce jardin à l'abandon, il restait encore certaines choses, et parmi elles, on en apercevait plus d'une ne manquant pas de rappeler cette passion qu'avait eue pour le jardinage le défunt vieillard. La nature n'était pas encore parvenue à les enfouir complètement sous sa vitalité. C'était par exemple un hibas tacheté de blanc, dont on pouvait penser qu'il avait été taillé à l'origine dans la forme dense d'un jujube. Il se trouvait entre le portail et l'entrée. Et puis il y avait encore un camélia d'automne qui empêchait que l'on puisse voir les toilettes depuis le salon. Dans son ombre était un daphné d'hiver. Il y avait plusieurs pieds d'azalée Kirishima auxquels on avait donné la forme de peau renversée. Un hortensia chargé d'années poussait là. Ses grosses feuilles, flétries par la chaleur qui recouvraient de leur ombre les larges feuilles desséchées. Ces différentes plantes étaient éparpillées çà et là dans le fouillis du jardin, comme si un géant, s'abandonnant à sa fureur, les y avait jetés, et se trouvaient répartis chacun à sa place, le magnolia dulan, le daphné, le troène à fleurs blanches, le bégonia grandis, le prunier, les roses confédérées, le vieux pin parasol, le camélia d'automne, le lespédèse, les orchidées en pot, la grosse pierre naturelle, la mousse verte toute gonflée, le cerisier pleureur, les bambous noirs, les œillets, le grand grenadier à fleurs, et puis, près de l'eau, les iris des toits et autre chose encore. Le rêve que jadis un homme avait caressé de ses mains, après avoir été abandonné au ravage d'une nature plus brutale encore que des barbares venus du nord, et avoir sombré dans un complet oubli, ce rêve pouvait toujours se distinguer aujourd'hui, semblait-il. Et quand bien même il n'y aurait eu nulle part dans le jardin le moindre pied d'aucune de ces plantes, à la vue de la silhouette de ce pin qui, appuyé contre le portail, le recouvrait, même si ses branches étaient dorénavant, hélas, recouvertes d'épines dures, épaisses et longues, serrées les unes contre les autres,
N'importe qui aurait facilement reconnu qu'autrefois la main de l'homme avait pris un soin tout particulier en s'occupant de ses ramures, en égalisant ses aiguilles, en caressant ce tronc. En vérité, son propriétaire, qui était le directeur d'école primaire, s'était dit que ce serait le prochain arbre qu'il vendrait. Et quand son nouveau locataire ferait appel au jardinier, il comptait demander à celui-ci de préparer ce pain en particulier, de dégager le sol tout autour de la base et de se débarrasser des feuillages inutiles. J'arrête là, sinon on n'en finit plus. Voilà, donc ça c'était Sato Haruo. Donc le premier récit, ça peint donc ce séjour à la campagne. Après, à chaque fois, il y a un petit récit qui est beaucoup plus léger, qui se passe aussi à la campagne. Il va faire une promenade avec son chien, il a réussi à faire des découvertes, il va découvrir une maison dans la forêt assez extraordinaire. Après, il y a un autre récit qui est un récit qui s'appelle L'Empreinte, qui est un récit policier un peu inspiré de Poe, mais en fait, plus on approche, plus il découvre finalement ce qui s'est réellement passé. Il y a une histoire de meurtre aussi, bien sûr, mais plus il découvre ce qui s'est réellement passé, plus finalement c'est assez improbable. Comment est-ce que le meurtrier, ça peut être la personne qu'on va découvrir. C'est une histoire assez étrange. Et c'est complété aussi par une autre petite histoire qui est une description sous l'emprise de l'opium d'un ces paysages la nuit sous la lune. Voilà. Passons à Nakajima Atsushi, qui est plus tardif. Quelles sont les dates de... le Sato Haruo, il a dû mourir au milieu du... c'était en 1980, quelque chose comme ça. Ah oui. Je sais plus, j'avoue. En fait, non, il n'est pas du tout plus... Il est mort, il est né tout à la fin du 19e siècle, et je sais plus, j'ai mis ses dates. Ah si, j'ai les erreurs là. Il est mort en... Ah bon non, il est mort plus tôt que ça. En 1964, je crois. Voilà, c'est 1964. Mais ces récits datent de... Ces récits datent en gros, c'est autour de 1917. Voilà, c'est ça. Alors, on est avec Nakajima Atsushi, en fait, peut-être aussi dans la même... Enfin, pas du tout dans la même veine, mais dans la même ouverture à l'Occident. Et il est peut-être plus connu pour son roman, sa fiction inspirée de Stevenson, très beau, qui s'appelle La mort de Tusitala, et qui doit être qui a été publié par Anacarsis, alors qu'il doit être quelque part ici, et qui est non, voilà. Parce que d'habitude Anaïs va chercher les livres. Non, c'est un mauvais soin. Et lui, il a vécu beaucoup dans d'autres pays d'Asie. Il a vécu en Chine, il a vécu en Mandchourie, il a vécu en Corée. Il a été exilé du Japon une bonne partie de sa vie, et il est un peu allé comme Marcel Schwab en fait à la recherche de Stevenson. Il est allé jusqu'en Polynésie. Et tous ces textes, au premier chef évidemment La mort de Tusitala, mais ceux-ci aussi sont empreints d'une espèce de décalage absolu. Enfin, c'est la lecture que j'arrive à en faire, mais il y a toujours... Alors, il n'y a pas le fantastique, l'événement improbable, l'événement surnaturel qu'approche beaucoup plus voilà, le mort de saison. Mais il y a une étrangeté dans son regard sur le monde qui finit par décalquer de la réalité, décaler de la réalité à peu près tout ce qui l'embrasse. La mort de Tusitala étant en fait peut-être évidemment le plus réaliste, en même temps que les envolées. Il y a un certain nombre d'éléments qui s'en détachent. Et là, ce sont des textes plutôt courts. Des nouvelles qui sont plus ou moins autobiographiques, où le personnage Sanzo est une sorte de double de lui-même, et où cette introspection décalante, je ne sais pas très bien comment appeler ça, mais c'est des choses qu'on va retrouver peut-être, sauf à me tromper, mais c'est des choses qu'on va retrouver un peu chez Abe Kobo par exemple, cette espèce à force d'être observé, le réel prend une qualité tellement étrange qu'il finit de lui-même et sans intervention surnaturelle apparaître carrément
carrément singulier. Et je trouve que c'est un peu le... J'aurais voulu parler, mais il est malheureusement épuisé, du visage d'un autre de Abekobo. Dans quel sens faut le dire en fait? Abekobo Non, c'est Abekobo. Abekobo, voilà. Il me semble bien. Mais voilà, c'est pas faute de gris, c'est aussi un texte très très beau. Et le premier texte s'attache aussi à une réinvention, alors non pas de Stevenson dans ce cas-là, mais d'une figure qui a fréquenté le Pierre Loti en fait. Donc là on tend la main non pas à l'Angleterre ou à l'Écosse, mais à la représentation, aux représentations particulièrement exotiques et parfois un peu étranges que Loti a pu faire du monde austral et de l'Orient. Mais voilà, donc il parle d'une femme de Nouvelle-Calédonie qui a connu Loti, qui est un autre texte toujours qui s'appelle Atoll. Réveillé, le bonheur de s'étirer après avoir dormi tout son sou en sentant sous ses membres, sous son dos, le froissement du sable, poussière de fleurs de corail immaculées qui glissent légèrement. Je faisais la sieste à moins de 2 toises du rivage, dans une ombre épaisse de couleur aubergine au pied d'un bosquet de grands tamamus. Les branches et les feuilles au-dessus de ma tête étaient tellement touffues que le jour filtrait à peine. Debout face au large, la fraîcheur d'une voile rouge triangulaire fendant le bleu turquoise des eaux a achevé de m'éveiller tout à fait. C'était une pirogue à voile qui sortait tout juste de la haute mer pour se faufiler dans une brèche au milieu des récifs. À la réverbération du soleil, il doit être un peu plus de midi. J'allume une cigarette et m'assois à nouveau sur la poussière de coraux. Tout est calme, pas d'autre bruit que le frissonnement des feuilles au-dessus de ma tête et le clapotis de l'eau qui vient lécher la grève. Sinon, par moments, le faible écho d'une vague se brisant sur la barrière des récifs. Nulle échéance qui me presse, pas même de coupure pour marquer les saisons. Dans cette île où n'existe que le paisible ruissellement du temps, l'histoire de Urashima Taro, qui est le Rip Van Winkle japonais, l'homme qui part au fond de la mer, qui quand il revient sur Terre, tout le monde tout ce qu'il a aimé a disparu parce que lui a passé 300 ans en un mois et le monde a continué sans lui en fait. N'est pas une simple fable. Nous peinons seulement à découvrir ici, parmi les noires et robustes filles de cette île, le charme que le héros de ce conte ancien trouvait à la dame de ses pensées. Est-ce que même le mot temps existe sur cette île? Et en fait, Nakajima Atsushi s'est exilé du Japon au moment, enfin s'est éloigné du Japon au moment de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, et tous ces textes prennent à la lumière du fait qu'il les a écrits au moment où le conflit montait, une couleur assez étrange, une coloration assez étrange. Et il est mort en 1942 de problèmes pulmonaires comme Stevenson et comme Schwab. Et petit extrait de son dernier texte, qui est son dernier texte publié, qui s'appelle « Sous les arbres pieuvres ». Pas une seule fois, pendant que je faisais mon travail parmi les indigènes d'un archipel du Pacifique Sud, il a un vocabulaire qui est un peu daté parfois, je n'ai jeté les yeux sur un journal ou sur une revue de la métropole. Je crois même que j'avais presque oublié que la littérature existait. Puis ce fut la guerre. Je pensais de moins en moins à ces choses. Après plusieurs mois, je suis reparti pour Tokyo. Tout était si différent tout d'un coup. Le climat, l'air ambiant, j'étais totalement désorientée. Je n'en revenais pas de voir ces hautes piles de livres à la vitrine des librairies. J'avais du plaisir à me remettre après si longtemps à la lecture des œuvres littéraires, mais elles me semblaient en même temps un peu trop subtiles et difficiles d'accès pour ma pauvre tête embrumée par les lenteurs des mers du Sud. Voilà. Il faut lire ce petit ouvrage et surtout également lire La mort du Tuzitala, qui est vraiment un très beau texte. Bien, ben en fait, ça doit être à peu près la même époque. Je vais parler donc maintenant de Fugen de Ishikawa Jun. Alors Ishikawa Jun, il est né aussi fin 19e, tout à la fin, et il est mort en 1986 ou 87. Alors, c'est pas grave.
Alors, Ishikawa-jun, les nouvelles qui sont traduites dans cet ouvrage-là, donc il y a sa première grande nouvelle qui est assez longue et qui s'appelle Fugen, en fait. Fugen, j'ai traduit par Fugen aussi. Et ça a été donc, et ça date de 1935, en gros ça date, je crois que c'est 1935-1936 les récits qui sont écrits là. Donc en fait c'est juste avant le début de la Deuxième Guerre mondiale pour le Japon, qu'on date généralement de 1937, parce qu'en 1937 le Japon entre en guerre contre la Chine. Pour eux c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il y a 3 récits là-dedans qui sont de plus en plus courts, le premier étant le plus long, ces récits en fait ont à peu près pour héros le même type de personnage, c'est-à-dire que c'est un intellectuel pauvre, enfin oui pauvre, il est pauvre parce que bon, on n'explique pas pourquoi, mais on sent qu'il a quand même une très bonne culture, il a eu des revers de fortune. Et, ah oui, j'ai oublié de dire que l'auteur, Ishikawa-jun aussi, là aussi, je crois que c'est celui qu'on appelle le dernier grand lettré, il avait là aussi, il connaissait parfaitement la culture classique japonaise, donc chinoise et japonaise, et il avait une excellente connaissance aussi de la littérature occidentale. Lui, il connaissait parfaitement le français, il était traducteur aussi d'œuvres d'auteurs français, il a traduit notamment des ouvrages de Gide. Et donc, en fait, on peut penser que les personnages, les héros de ces récits, ce sont des personnages qui lui ressemblent, parce qu'il a eu pas mal aussi de difficultés dans la première période de sa vie. Et donc, ces personnages sont en relation donc, avec d'autres personnages assez jeunes de leur âge, généralement des personnages qui sont plus fortunés. Et en fait, ils ont un espèce d'idéal, généralement ces personnages. Par exemple, dans Fugen, l'idéal de ce personnage, donc à chaque fois ce sont des personnages qui ont une grande culture, et le héros de Fugen, lui, ce qu'il voudrait, c'est écrire, il a le projet d'écrire une étude sur le poème qu'a écrit la poétesse du Moyen-Âge, Christine de Pisan, sur Jeanne d'Arc. Donc il veut écrire son étude là-dessus. Et le problème, c'est que, en fait, tout le monde l'en empêche. Donc il est logé chez une femme qui lui demande d'intervenir pour lui auprès de quelqu'un pour l'aider dans ses affaires un peu louches. Il a ses camarades qui viennent boire avec lui, qui l'en prennent pour quelque part à jouer à des jeux de cartes, des choses comme ça. Il y a toujours des gens qui viennent le déranger, il est toujours emporté quelque part. Il y a aussi, il a aussi la maîtresse de son ami qui est une geisha, qui le séduit plus ou moins. Donc là aussi il se retrouve un peu en porte-à-faux par rapport à son ami. Bon. Donc à chaque fois il y a des histoires comme ça, un peu triviales on va dire, dans lesquelles il se retrouve entraîné, et tout en regrettant de ne pas pouvoir écrire son récit. Souvent le soir il dit ah, mince, aujourd'hui j'ai rien pu faire non plus, j'ai pas pu écrire, ou alors il dit ah, je vais m'y mettre, et puis il y a quelqu'un qui vient dire allez viens, il faut qu'on aille faire ci, ou il faut que tu fasses ça pour moi. Et donc il est toujours en train de regretter finalement une espèce un état un peu supérieur, idéal, où il pourrait être finalement plongé dans la culture, alors qu'en fait il doit passer son temps dans un monde des plus vulgaires finalement, mais en même temps, bien qu'il se plaigne de ne pas pouvoir toujours justement être dans la culture, le monde qui est vulgaire, dans lequel il se retrouve entraîné, c'est aussi un monde qui, d'une certaine façon, lui plaît quand même, parce qu'il y passe son temps. Et donc, bon, il y a une espèce de plainte, un peu, finalement, comme on aurait dans Kamo no Chome aussi, qui se plaint justement du monde et de la trivialité du monde. Mais il ne peut pas, finalement, différemment des 2 auteurs dont j'ai parlé avant, lui, il ne va pas chercher l'entrée. Bien qu'en fait, il y a un ouvrage d'Ishikawa-jun, une nouvelle d'Ishikawa-jun que j'ai pas traduite, qui n'est pas ici, donc, où on pourrait presque dire que c'est une parodie de Morne Saison, parce que là il va essayer de faire un séjour à la campagne, il va même essayer de se suicider, et puis ça va pas marcher du tout. Donc ça finit un peu dans la catastrophe. Il y a un côté un peu ridicule finalement dans cet ouvrage-là. Mais là aussi, l'intellectuel, donc il est toujours finalement pris dans la vie finalement. Et il y a un certain humour aussi qui se dégage de ça, mais il y a un côté aussi poignant, parfois il y a certaines phrases qui évoquent en effet comme les phrases de Kamo no Chome, qui était quand même un moine, le côté justement éphémère de la vie, finalement la fragilité de l'homme, c'est aussi il y a des touches aussi un petit peu comme ça qui rappellent, on va dire, la littérature classique de ce point de vue-là.
Alors, donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Alors, en même temps, oui, ce monde donc, il peint, c'est aussi une des caractéristiques d'Ishikawa Jun, c'est que finalement, le monde qu'il peint, donc est plein toujours d'aventures comme ça, un peu triviales, et en même temps, c'est un monde dont on n'est jamais sûr. On ne peut pas vraiment arriver à le cerner. Les personnages, finalement, sont toujours un peu perdus. La deuxième nouvelle du récit, qui s'appelle Ashide Roseau d'encre, finalement, c'est un personnage qui a deux amis, donc toujours cet intellectuel pauvre. Il a deux amis, un qui est artiste, un qui est marchand. Et l'artiste, il s'est pris une maîtresse. Et il a pris, comme on faisait à l'époque, il a acheté une petite maison, fait une petite espèce de petit appartement en quelque sorte, et il l'a logé là. Alors comme il y a sa femme évidemment qui surveille les finances, il n'avait pas énormément d'argent non plus, donc il a pris un truc qui n'est pas terrible et tout. Enfin ça commence comme ça, il amène ses amis chez sa maîtresse, et alors là il va se développer une espèce de relation, parce que chez cette maîtresse, il y a sa mère, et puis il y a une espèce de fille adoptive qui est là aussi. Et alors il va d'abord y avoir une histoire entre, suivez bien, parce qu'il y a l'artiste, donc il y a sa maîtresse, mais il y a le copain qui est commerçant, qui aurait peut-être des relations à la maîtresse, il a des relations un peu louches qui se nient entre les deux. Et puis il y a la fille adoptive qui par contre lirait des relations avec le narrateur. Mais on ne sait pas trop ce qui se passe en même temps. C'est-à-dire que le narrateur, quelqu'un va lui raconter une histoire, et puis le lendemain il va rencontrer quelqu'un d'autre qui va lui raconter le contraire. Et puis à chaque fois, on lui raconte une version un peu différente de l'histoire. Et à la fin, on croit qu'on tient à peu près ce qui s'est passé, on a à peu près compris. Et ben non, il y a un personnage qui va ressortir et qui va lui raconter quelque chose, qui va remettre en question ce que vous venez de lui dire avant. Donc dans Ashide, finalement, dans Roseau d'encre, finalement à la fin, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé dans cette histoire. On ne sait pas du tout quelles étaient vraiment les relations entre les personnages. Donc on a vraiment l'impression de ce monde qui est vraiment très 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 louche finalement, auquel on peut faire confiance à personne. Il n'y a vraiment rien de sûr dans ce monde. Et d'ailleurs les récits généralement ne finissent pas très très bien. Alors notamment le premier le Fugen, ça finit quand même sur une image de mort. Alors là aussi, à l'image de ce monde qui est un peu chaotique, hein, aussi j'ai plus le temps, mais je voulais un peu comparer ça aussi au Kojiki, justement, avec ces choses qui sont... Kojiki, une expression très franche, toujours des réalités. Là aussi, l'auteur, bien qu'il soit un lettré, donc là aussi, qui rattacherait au monde du Genji, des convenances et des bonnes choses, il a un côté assez franc dans ses descriptions. Et qu'est-ce que j'avais perdu le fil de ma pensée? Oui, non, c'est pas grave. Il va peindre, là, simplement, c'est en rapport avec l'extrait que je voulais présenter. Oui, voilà, c'est le chaos de ce monde donc, qui présente un chaos de passion, finalement, un monde de passion dans lequel on est entraîné. Et le style, en quelque sorte, répond à cette idée, puisqu'on a des phases qui sont très longues, assez chaotiques. Il va dire une chose et puis il va revenir dessus. Ça va se développer d'une façon toujours inattendue. On ne sait pas du tout où on va quand on lit les phrases d'Ishikawa Jun. Et donc, je voulais vous en lire un extrait, mais là aussi, il doit faire au moins 2-3 pages parce que il n'y a pas de point. Et donc, je suis obligé de continuer. Alors, il y a quelques points quand même dedans, mais pour bien pouvoir savourer de l'extrait, il faut bien pouvoir l'avoir du début à la fin. Alors, ça parle donc dans Fugen de la mort de la femme d'un de ses amis. Donc, c'est la scène de la mort de cette femme qui en fait était intoxiquée à la morphine, qui avait besoin toujours de prendre de la morphine. Et donc évidemment, ça n'a pas rangé sa santé. Et donc là, elle va mourir. Et donc on l'a appelée justement parce que ça va être ses derniers instants. Alors c'est à la première personne, c'est le narrateur qui parle. Lorsque je descendis sur le quai de la gare de Nippoli, j'aperçus juste en face de moi Talui Moichi, qui attendait là debout. Et « Comment va la malade ?»« Pas bien du tout. Si ça tourne mal, la veillée sera pour ce soir. »« Et où tu vas ?»« Oh, moi, tu sais, c'est juste pour être poli. Il y a un boss à la boîte qui pend la crémaillère. On m'a demandé de venir. »« Ah ouais, tu préfères la tournée à la veillée funèbre ?»« Bah voilà. » Une hésitation s'était fait sentir dans l'extrémité de son nez, qui soudain sembla sur le point de se mettre à souffler sur le rythme d'une chanson à la mode, et avec cet air guilleret, Moichi se précipita vers le train qui allait partir, dans un bruit de pas qui sonna à mes oreilles, tel celui des clous refermant un cercueil. J'avais l'impression d'être entraîné dans les entrailles de la terre.
comme si les tentacules de la mort, ondulant au-dessus d'Okumi, s'allongeant avec souplesse, Okumi c'est donc la femme qui va mourir, donc comme si les tentacules de la mort, ondulant au-dessus d'Okumi, s'allongeant avec souplesse, étaient occupés à enlacer mes membres pour m'attirer à elle. Car vraiment, lorsque je m'assis chez Tabé sur ces vieilles nattes à la surface rougie de peluche, où des traces de boue laissées par le piétinement des chiens, à présent eux-mêmes monnayés jusqu'au dernier, restaient çà et là, noirâtres, avec autre tache de saké, lorsque je m'installais au chevet d'Okumi, qui, sous sa literie avachie et crasseuse, dormait tristement dans la tiédeur de cette pièce chauffée par le soleil, toutes paroles de sympathie gelèrent sur mes lèvres. Et tandis que la chair de poule contractait tout mon corps, je me trouvais moi-même contraint de reconnaître dans cette femme qui dépérissait ici les traits du dieu de la mort. Le mur où auparavant étaient tout juste accrochées 2 ou 3 assiettes à motifs rouges s'écaillait lamentablement. Et dans cette pièce où, mis à part les cages à oiseaux qui s'encrassaient sur les étagères, sans plus de locataires, il n'y avait plus un seul meuble quelque peu ancien, cette chose qui se trouvait là maintenant, étendue sur le sol devant mes yeux, c'était à se demander s'il s'agissait d'un être humain. Car aussi banal qu'il soit de dire qu'il ne lui restait plus que la peau et les os, en vérité elle était dépouillée de sa chair comme un épi égrené. Sa peau sale, étroitement resserrée, s'attachait dans des contorsions acharnées sur chacun de ses os rongés. Au fond de ses paupières desséchées, légèrement entr'ouvertes, ses orbites, laissant s'abîmer des sécrétions noirâtres, évoquaient la patine des Netsuke. Tandis que de ses côtes jusqu'aux doigts de ses mains et de ses pieds, ses articulations, obstinément raidies dans les interstices de ce corps où le sang avait tari, se pliaient avec des raclements. De quel ancien récit illustré l'image de cette scène terrible pouvait-elle être tirée? Bien que le spectacle déchirant des souffrances humaines m'inspire une horreur à grincer des dents, ou peut-être justement à cause de ce trait de mon caractère, avoir en face de moi la représentation authentique d'une telle transformation, c'était impuissant me prendre un poing en plein dans la figure. Si au moins il s'était agi d'un véritable cadavre. Mais le pire, c'était le souffle obstiné de cette vie terrestre qui s'attachait aux fissures des os, et la torsion de ce tronc glissant à l'intérieur de l'étoffe rude du kimono de nuit en coton, s'en dissociant complètement. Le mouvement de la gorge laissant échapper un chuintement portant sur les nerfs. Ses pupilles inexpressives où stagnait une lueur sans éclat. Tout annonçait le royaume des morts, s'abaissant lugubrement du faîte de la maison. Ah, quelle était donc la profondeur de ses péchés pour qu'elle ne puisse échapper à ce châtiment l'obligeant, alors même qu'elle continuait de vivre, à être ainsi exhibée aux yeux de tous? Quelle était donc l'épaisseur de ces molécules pour qu'elle empêchât le processus de son évaporation dans le vide? Sentant mes jambes se raidir dans la solennité, voilà dans quelle prière je me lançais dans mon fort intérieur. Ô Bodhisattva Fugen, fais tomber de ton souffle un seul des pendentifs de ta parure précieuse, et communique aux hideuses herbes folles de ce monde un parfum suave. Verse de ta sainte aiguillère une goutte d'eau purifiante au sein de la laide fétide exhalée par les hommes. Depuis un moment, nous mordant les lèvres, Bunzo et moi étions assis face à face, dans un silence que Hikosuke ne pouvait plus supporter. Elle est foutue la pauvre fille. Parle pas si fort. Quoi, elle entend que dalle, de la glace qu'il disait tout à l'heure. Yoli en a apporté, on pouvait lui en donner tant qu'on voulait, elle s'en rendait même pas compte. Un truc aussi luxueux que de la glace, on n'en a pas souvent l'occasion d'en manger, alors dans des circonstances pareilles au moins. Dans l'austérité de ce silence, qui, comme un gouffre, renvoyait l'écho de la voix, la langue de Hikosuke elle-même s'engourdit. Combien de temps s'écoula-t-il ainsi? Pendant ces nombreuses minutes qui me semblèrent sans fin, le seul moyen de mesurer la longueur de cet aller et retour entre la vie et la mort, c'était le bruit du réveil laissant entendre un son haché. Quand soudain, quelle force était soudain emparée de lui? Par quel instinct était-il secoué? Ce corps allongé sur le sol se releva, faisant grincer ses os, les globes de ses yeux gris exorbités enflammés par la luxure, et déchirant le silence d'un cri de spectre, il se tourna vers Hikosuke, écarta bras et jambes. Je ne sais plus quel mot utiliser pour continuer mon récit. Et puis il n'est pas permis de raconter de telles choses. À ce moment, Okumi, cette masse de chair agonisante qui était auparavant appelée Okumi, n'était-elle pas en train d'exprimer à l'égard de Hikosuke, par une posture des plus crues, un désir amoureux requérant instamment une étreinte? Comment la science des hommes qui sait tout peut-elle expliquer un incident si inattendu? Je me contente pour ma part de dire qu'il s'agit de la vérité. Ou plutôt, comme si la violence de cette scène, là devant moi, avait inversé le fonctionnement de mes yeux, on eût dit que le secret millénaire de l'homme, dissimulé dans les tréfonds de mon corps, était brusquement aspiré par ma rétine, et que cette image sinistre se trouvait projetée dans le monde du visible.
Les souvenirs d'une époque de singes dans les forêts d'une lointaine préhistoire s'emparaient avec brutalité des choses dans cette situation démentielle, spectacle d'un autre monde. Les sentiments qui me terrassèrent à cet instant ne trouvaient aucunement leur origine dans une quelconque appréciation esthétique, ni dans une analyse émotionnelle. J'éprouvais seulement la terreur primitive du tabou. J'étais saisi de vertige à la vue de la silhouette bravant mon regard de ce corps nu et noir, qui avait glissé hors de son kimono de nuit et gesticulait de tous ses membres. La fureur d'un tonnerre grondant à faire vibrer la maison dans les oreilles, je me jetai dans la pièce à côté, refermai la cloison, et cramponné au mur, j'étouffais. Lorsque j'aperçus également debout à côté de moi Bunzo, qui pour sa part ne cessait de secouer les verres pâles de ses lunettes d'un tic nerveux. « Qu'est-ce que tu fabriques? Tu es folle? Qu'est-ce que tu fabriques ?» Aussi fluette que l'ombre d'un oiseau en vol, la voix décontenancée de Ikosuke se changea aussitôt en un cri. « Ah, bon sang, venez vite, s'il vous plaît, venez !» Nous ouvrîmes la cloison, écrasé comme une outre molle dans les bras de Ikosuke qui, affaissé pontelet, le cadavre à demi nu laissait pendre sa tête renversée en arrière. L'abondante chevelure balayait les nattes, du coin de la bouche qui tombait, flasque, une trace de salive, comme une eau où aurait trempé du riz, dessinait une traînée vers l'arrière de l'oreille, encroûtée par la crasse. Et voilà. Bien, en fait, on va un peu nouer un certain nombre de fils qui pendaient, qui pendaient pas trop, mais qui, avec Shintaro Kago, qui est, bon, c'est ma très grande flemme, c'est parce que je n'avais pas du tout envie de beaucoup lire pour préparer cette soirée, que je n'avais pas envie de lire avant et envie de lire, là, je ne pourrais rien vous lire. C'est vrai qu'à la fois, alors bon, ces deux-là, alors que Kago d'habitude, qui est donc un dessinateur de manga qu'on pourrait qualifier du courant un peu, on en parlait tout à l'heure, c'est, sauf à me tromper, c'est Erogulo, érotisme grotesque, c'est ça? Donc, oui, très chic, oui, non, oui, absolument. Alors, il y a à la fois, on retrouve à la fois les femmes empalées, enfin les femmes et les hommes d'ailleurs empalés du Kojiki. On retrouve quand même quelques samouraïs sympathiques avec le chignon et tout ce qu'il faut. On retrouve l'atmosphère d'agonie et de désarticulation complète du corps que vous nous avez si magnifiquement lu pour le Ishikawa Jun. Et là, en fait, on a une série de nouvelles dessinées, parce qu'il est plutôt sur des formats de quelques pages, d'un monde, effectivement, d'une bagarre entre clans qui dégénère totalement sur le plan physique, c'est-à-dire que non content de se couper la tête, de se faire subir ce que font subir généralement les clans dans les aventures, dans les histoires de sabre, là ça prend des proportions assez incroyables et les corps, en fait, les corps des participants se mettent à faire des choses très étranges et Kago, il est fasciné par tout ce qui est pousse organique et désarticulation et recomposition du corps de manières diverses et variées. Et je vous laisse découvrir par exemple les travaux des champs, où les champs sont des individus sur lesquels ils poussent des organes qu'on va cultiver. Moi, Ramaru, je suis parvenue à démultiplier mes globes oculaires, parce que là ils utilisent des techniques de ninja aussi pour faire ces trucs là, pour les globes oculaires, et allant leur servir à démolir d'autres les gars de l'autre clan. Technique de la carie volante, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin bon, il y a des tas de choses comme ça assez charmantes. Il y a des supplices à n'en plus finir, parce que on est évidemment dans cette veine de l'érotisme. Je crois que c'est hier ou avant-hier, il y avait une description qui passe au hasard sur Facebook d'un court-métrage qui passe ce soir, il me semble d'ailleurs, sur la 2 ou sur Arte, sur l'érotisme, enfin la pornographie tentaculaire. Oui, voilà. j'ai vu ça. Et alors, c'était du genre, vous allez voir les amis, c'est totalement sulfureux, etc., etc. Et
on est dans une attitude par rapport à ça qui est toujours un peu de la bonne vieille époque, montez jeune fille, je vais vous montrer mes estampes japonaises. Et voilà, les estampes japonaises étaient censées être quand même le summum de la perversion et de la perversité, et de tout ce qu'on voulait, c'était pas bien, il y avait des gros zizi et tout, etc. Je pense qu'avec ce genre avec Kago, avec des gens comme Maruo, un certain nombre d'entre vous connaissent et tout, etc., on peut arriver à prendre une certaine distance par rapport à cette espèce pas de naïveté occidentale ou de naïveté, mais de cette espèce d'encanaillement où on se dit oh, on va voir des trucs vraiment cochons. Ça dépasse le vraiment cochon. C'est complètement autre chose. C'est une façon de concevoir le corps et de concevoir la nature humaine qui se rapproche de ce que vous avez lu tout à l'heure, qui se rapproche, alors j'apprends du Kojiki, qui se rapproche et qui permet à la fois de se distraire, parce que Kago est très drôle, enfin c'est mon avis, ça fait peut-être rire que moi, mais voilà. Kago est très drôle et plus drôle que Maruo par exemple, c'est pour ça que j'hésitais un peu entre les deux, mais je me suis dit c'est quand même, lui il est vraiment plus marrant. Il y a une... Des Chino encore. Des Oui, Chino est très bon aussi, mais c'est vrai que aussi, lui, mais alors, bon, il est encore un voilà, lui a un cran cran au-dessus. Et alors, bon, tant dans celui-là que vous trouvez dans le commerce, c'est dans celui-ci qui est donc... Parce que je me suis un peu trompée, j'ai pris celui-là chez moi. En fait, c'était les 13 contes cruels du Grand Edo et les étranges incidents de Tengai, c'est 2 volumes qui se suivent en fait. Voilà, on est vraiment dans un jeu avec le corps qui ne devrait pas se retrouver affublé des adjectifs de sulfureux et de ce petit rire coquin. C'est vraiment un jeu qui est assez franc, assez cru, assez ironique, assez cynique et qui pour tous les amateurs de délire organique fait beaucoup de bien. Voilà. Donc, je ne vous lirai pas, mais il y en a de Kago, il y en a quelques autres. Il y a Fraction, c'est lui. Ouais, je sais pas si c'est lui, mais je pense que enfin chez Yamashiro. Et cette fois-ci, c'est traduit par Aurélien Estagi. Voilà, donc je vous conseille vivement Kago, et je vous conseille aussi, si vous ne le connaissez pas déjà, j'avais le choix également d'apporter ce soir et d'en parler un peu, mais on fait le choix de Kago, Junji Ito, voilà, qui est moins érotique et qui est plus franchement horreur. Ah ouais. Qui est vraiment très bien aussi. Il y en a la spirale, il y a Tobie, il y a un certain nombre de choses. C'est des choses qui sont aussi très écrites et très scénarisées, très belles en dessin, et voilà, hautement recommandable. C'est une littérature qui est une littérature pour jeunes filles en fait au Japon. Les mangas d'horreur, généralement, c'est tout destiné aux filles. À l'origine. Oui. Ben, il y a beaucoup de filles d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça. Oui. Voilà. C'est assez étonnant. Il y en a un autre, je ne sais pas si c'est traduit en français. Je sais plus son nom. C'est assez plus classique, c'est Kazuo quelque chose. C'est pas ça, c'est un grand classique de l'horreur au Japon. Il faut que je retrouve le nom. Oui, ça intéresse. Moi j'adore ça. Voilà. Oui, mais c'est très bien aussi. Alors, moi j'arrive, je prends celui-ci, que je vais pas dire, à Fukazawa Shichiro, et avec son ouvrage, notamment le plus célèbre, c'est Narayama. Alors, Narayama, ça, j'avais une fiche quelque part, je crois que c'est 256. Bon, je sais plus ce que j'ai fait de ma fiche, mais c'est pas grave, oui, je suis pas certain que c'est 1956. Alors, Fukazawa, c'est un auteur qui, à l'origine, est guitariste. Et puis, je ne sais plus pas pourquoi, mais bon, il va se mettre à écrire. Et son ouvrage, qui est le plus célèbre, donc c'est Narayama, parce que dans Narayama, en fait, il va réutiliser une... Alors, je sais pas trop, me suis jamais intéressé de près à la question, mais ça dépend des opinions des uns et des autres, mais ça reprendrait une légende, alors plus ou moins vraie, selon laquelle, dans certains villages au Japon, une fois que les gens avaient atteint un certain âge, ils étaient vieux, quoi, et on allait les abandonner dans la montagne. Donc c'est le pitch, comme on dit, de Narayama.
Alors, ce qui est intéressant chez Fukazawa, c'est que c'est la façon dont il écrit ses récits. Alors, en français, je crois qu'il n'y a que celui-là qui est traduit. Alors, il en écrit d'autres. Parce qu'il décrit les choses, il va présenter un petit village dans la montagne. Alors là aussi, je ramène ça au Kojiki, à la franchise du Kojiki, parce que c'est extrêmement franc, Fukazawa. Il va vous décrire un village avec des coutumes assez particulières, notamment celle justement d'abandonner les gens âgés dans la montagne, mais sans absolument porter aucun jugement de valeur dessus, sans faire aucune remarque sur le fait que on peut trouver ça étrange, etc. Donc c'est un côté assez déstabilisant, on peut dire. Je vais juste lire le début pour commencer, juste pour donner une idée. Ça commence comme ça. Aux montagnes succèdent les montagnes. Où qu'on aille, ce ne sont rien que montagnes. Au milieu de toutes ces montagnes du Shinshu, à la lisière d'un village, Mukomura, le village d'en face, était la maison d'Olin. Devant la maison, il y avait la souche coupée d'un gros kayaki. Comme la surface en était aussi lisse qu'une planche, les enfants et les passants s'y asseyaient. On le tenait pour un grand trésor. À cause de cela, les gens du village appelaient la maison d'Olin la souche. Olin était venu là comme bru, cela faisait plus de 50 ans. Dans ce village-ci, on appelait le village où se trouvait la maison natale d'Olin le village d'en face. Comme les villages n'ont pas de nom, on s'appelait à l'unisson des deux côtés le village d'en face. Quoi qu'on dît, village d'en face, il y avait une montagne à passer pour y parvenir. Olin avait eu cette année-là ses 69 ans. Mais son mari était mort il y avait plus de 20 ans. La femme de Tappé, son fils unique, en allant au ramassage des marrons l'année passée, avait roulé au fond d'un ravin et s'était tuée. Plus que de s'occuper des 4 petits-enfants qui restaient, chercher une seconde femme pour Tappé, devenu veuf, lui était une cause de mal de tête. C'est que, ni dans le village ni au village d'en face, il n'y avait veuve qui convint. Là, on voit donc de façon donc il s'appelle village d'en face, de tous les côtés, donc une extrême simplicité. La femme donc de Tappé qui est tombée dans la montagne, elle est tombée, bon c'est tout. Il n'y a rien, il n'y a pas à épiloguer là-dessus, c'est tout. Maintenant, il aurait été bien de trouver une nouvelle femme, mais bon, on n'en trouve pas. Alors c'est quelque chose qui cracasse les personnages. Du coup, il faudrait trouver une deuxième femme parce que bon, on a besoin d'une femme, c'est comme ça. Et puis Olin, donc elle vient de dire, elle a 69 ans. À 70 ans, normalement, on doit... Non, je crois que c'est l'âge, à cet âge-là, donc on doit l'amener dans la montagne parce qu'elle va bientôt avoir 70 ans. Et alors elle a un problème, Olin, c'est que elle a de très bonnes dents. Donc, alors c'est un village où en fait on manque de... On n'a rien à manger, la nourriture est on a très peu de nourriture. Et donc, avoir quelque chose à manger, trouver de la nourriture, cultiver pour avoir de quoi manger, c'est vraiment extrêmement important. La nourriture est très, très, très précieuse. Et donc le fait qu'on ait des bonnes dents quand on est vieux, ça prouve qu'on peut manger encore beaucoup, etc. Donc c'est gênant parce que en mangeant beaucoup, on va priver les autres. Donc c'est pas quelque chose qui est bien. Et normalement, pour partir dans la montagne, pour être un bon petit vieux, il faut avoir les dents, il va plus avoir de dents normalement. Et donc c'est gênant. Et donc Olin prend des silex et se tape sur les dents pour essayer de les casser. Et donc ça aussi, c'est présenté comme ça, comme c'était presque, je dirais pas comme si c'était normal, mais il n'y a aussi aucun jugement qui est porté là-dessus. On décrit simplement Olin qui se tape sur ses dents, qui dit que ça fait un mal, parfois ça lui fait résonner jusque dans le crâne la douleur. Mais bon, c'est pas, on la plaint pas du tout, c'est présenté comme ça, et elle trouve ça normal de faire ça. Et à la fin, je crois qu'elle arrive à se faire tomber une. Et tout est présenté comme ça dans le récit, donc jusque le fait qu'on amène donc les vues dans la montagne, mais alors c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que donc on peint une réalité crue finalement, et à force, donc normalement il n'y a aucune, il y a aucune pensée sur les choses, il n'y a aucune essai de, comme les auteurs là, qui essayent d'enjoliver finalement les choses en prenant des connaissances littéraires ou simplement en prenant des mots plus jolis pour décrire les choses, etc. Il n'y a pas ça du tout. On dit d'ailleurs que Fukazawa c'était un anti-intellectuel, enfin c'est comme ça qu'on a pu le décrire, un anti-intellectuel finalement, parce qu'en effet il n'y a rien du tout d'intellectuel, il n'y a que les faits finalement, que ce qui se passe. Mais en même temps, à force, Olin, elle croit que si elle va sur la montagne, pourquoi est-ce qu'on emmène les vues dans la montagne? C'est la montagne de Narayama, c'est le nom de la montagne. Si on les emmène là, ils vont rencontrer le dieu de la montagne. Au Japon, les dieux, les divinités, les kami, ça peut être un peu n'importe quoi. Souvent, il y a des montagnes qui sont des montagnes sacrées. Le kami, c'est la montagne est un dieu, un kami.
Donc si elle va là, elle va rencontrer le dieu de la montagne, donc elle veut faire ça parfaitement bien dans les règles, etc. Alors il y a d'autres personnes dans le village qui par contre, ils ne sont pas apparemment, n'ont pas... Enfin, vous voyez les choses de façon un peu différente. Il y a un vieux par exemple qui lui, on va l'amener dans la montagne, il ne veut pas du tout y aller. Parce qu'il sait, en gros, on sent qu'il a compris ce qu'il attend. Bien que ce ne soit pas expliqué, mais ça se sent. Il vient gratter la veille au soir à la maison d'Oline, justement, parce que son fils doit l'emmener là-bas, il ne veut pas partir, et donc il s'est enfui, en fait. Il court partout, il ne croit pas qu'on l'attrape. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore je ne sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave. Donc, Oline, elle pense, par contre, il faut faire les choses bien. Ah oui, c'est vrai, la veille aussi du départ, on doit se réunir. Donc, il y a les gens qui ont déjà amené un vieux à la montagne, ils savent comment ça se passe, et donc ils transmettent, il y a une espèce de choses un peu secrètes, il faut dire comment ça se passe, ce qu'on a le droit de faire, etc. Et puis, il y a un parmi ceux-là qui est le chef, qui donne une consigne secrète qui peut donner qu'un... il faut qu'il soit seul avec la personne qui va accompagner la personne âgée, et il lui dit en fait, on peut l'abandonner à mi-parcours, en gros. Il y a une falaise, on peut la balancer là, c'est bon. On ne comprend pas pourquoi on lui dit ça d'ailleurs, parce que lui, il est aussi honnête finalement que sa mère, et donc non, il faut faire ça correctement, elle veut absolument faire ça correctement, je vais faire ça, c'est un bon fils, on va dire, comme ça, bien que pour sa mère. Et en même temps, donc, le fait que ce soit une réalité complètement comme ça, on peut dire presque au ras des pâquerettes, ça ne va pas empêcher qu'il y ait quand même une impression que quand Oline va arriver par exemple à la montagne, il y a une histoire comme quoi, quand on arrive à la montagne, il ne faut pas que je raconte la fin. Mais vraiment, c'est pas très important là. Mais je dirais qu'il y a certaines conditions normalement quand il faut que ça se passe bien. Et Oline, quand on va l'amener à la montagne, et ça va se passer exactement comme elle voulait. Donc c'est quelque chose qui va développer Nalaïma. Ça a donné une interprétation. Il y a 2 films qui ont été faits à partir de Nalaïma. L'un des plus connus, c'est la balade de Nalaïma de Imamura Shohei, qui est un grand réalisateur japonais qui avait eu la Palme d'Or au Festival de Cannes, je ne sais plus quand. Pour celui-là ou pour l'anguille? Pour les deux. Pour les deux. Donc Imamura, il me semble, ça fait longtemps que j'ai vu son film, il me semble qu'il développe plus cet aspect, c'est que on a vraiment l'impression à la fin de son film que Oline, justement, dans la montagne, elle va rencontrer le dieu. Il y a une espèce de peut-être donc cette dimension un peu divine qui serait qui est surnaturelle finalement. On la voit, il me semble, un peu plus dans le film. Là, on peut pas dire qu'on la voit parce qu'il reste quand même au ras des choses, mais tout se passe bien pour Oline et tout, et donc on a l'impression en effet que peut-être, en effet, elle rencontre son dieu. Voilà. Donc, ah oui, j'ai pas dit qui c'était, je crois que c'est Bernard Franck qui a traduit ça. Voilà, Feu Bernard Franck, qui a traduit La Bade de Nalaïma. Alors oui, je voulais juste ajouter un truc, parce que c'est en rapport avec l'actualité, c'est que en 1960, Fukazawa il va écrire un autre récit qui s'appelle Furyu Mutan. Furyu Mutan, en gros, ça serait récit d'un rêve, Furyu, c'est toujours embêtant à traduire comme terme, d'un rêve raffiné, si on veut, où il va peindre en fait un rêve qu'il aurait fait, donc il est dans le bus, etc. Et puis donc il apprend une histoire, et puis en même temps il voit une histoire. Dans l'histoire, il se passe que la famille impériale va être insultée, et puis on va la prendre à partie, et puis on va décapiter, je crois, la famille impériale. Alors c'est un ouvrage qui n'a pas plu du tout à l'extrême droite japonaise, donc il y a eu une grosse polémique autour de cet ouvrage à l'époque. Ça aboutit même à un attentat, puisque quelqu'un était venu à la maison de l'éditeur, attaquer la maison de l'éditeur, et il a attaqué, je crois que je ne sais plus si l'éditeur était là ou quoi, mais en tout cas il y a sa femme et sa servante qui sont attaquées, sa domestique. Sa domestique s'est fait tuer, même si je me rappelle bien. Et donc, après ça, l'éditeur a plus ou moins lâché l'auteur, donc il y a beaucoup de gens comme qui étaient... Enfin, il y a quand même certaines personnes qui l'ont défendu, mais pas tout le monde. Donc il a eu quand même pas mal de problèmes avec ça, et du coup, à partir de ce moment-là, il a décidé de ne plus écrire. Et donc c'est pour ça qu'il n'a pas écrit grand-chose. Enfin, alors, il a décidé de plus écrire, ça ne veut pas dire qu'en fait il n'a pas écrit, il a écrit encore quelques petites choses après, mais il aurait sans doute écrit plus s'il n'y avait pas eu ces problèmes-là. Voilà, c'est pour dire qu'au Japon aussi, donc normalement l'empereur on n'y touche pas. Depuis l'époque du Kojiki, la famille impériale c'est toujours la même. Donc la famille qui descend normalement en droite ligne de la déesse du soleil. Et avant la guerre, on enseignait que l'empereur c'était le fils, en effet, c'était un dieu qui était sur Terre. Mais même si les Américains lui ont fait dire, il a dit aussi lui-même en 1945 qu'en fait il n'était qu'un homme comme les autres. Bon, il y a des Japonais qui ont cru ça, puis il y en a qui n'ont pas cru. Oui, dans la série des croisements culturels, il y a un très beau film de Sokurov sur la fin de la guerre au soleil, la fin de la guerre le post-Hiroshima en fait, et
cette déclaration à la radio de Hirohito disant effectivement, les gars, je ne suis pas un dieu, je suis un homme comme les autres. C'est un beau film, je sais pas si vous Non, je sais pas. qui avait posé quelques problèmes, même qui date d'une dizaine d'années, qui avait posé encore quelques problèmes Au Japon. au Japon. Alors ils avaient un peu peur, et l'acteur qui jouait le rôle de l'empereur s'était un tout petit peu inquiété de savoir si éventuellement il n'aurait pas quelques soucis. Bon, finalement il semble que le film soit sorti sans trop de problèmes. Oui, il n'est pas décapité pourtant. Là, Le récit dont j'ai parlé n'a jamais été republié depuis. Alors, on le trouve sur internet. Il parle de peut-être le remettre dans les œuvres complètes de l'auteur, mais dans les œuvres complètes de l'acteur actuel, il y est pas. Et on va conclure sur un texte qui écrit en français directement par Ryoko Sekiguchi, que certains d'entre vous connaissent peut-être pour ses livres sa poésie, et aussi pour ses livres de cuisine, parce qu'en fait Sekiguchi, je crois que c'est la fille ou la petite fille d'une dame qui tient une école de cuisine assez réputée au Japon, qui a même fait une cuisine et qui a écrit 2 très beaux livres que je vous recommande vivement chez Argol. Un qui s'appelle L'Astringence, ou le kaki, qui est magnifique, et l'autre qui s'appelle Manger fantôme, sur l'étrangeté des nourritures, et qui est vraiment très remarquable aussi. Je crois que Marianne les a lus il n'y a pas longtemps. Et, voilà. Et ce n'est pas un hasard, c'est un livre qu'elle a écrit, en fait, c'est son journal de bord, si on veut, au moment de la catastrophe de Fukushima. Et là aussi, c'est un peu, ça permet aussi de renouer d'autres fils. D'abord parce que c'est une japonaise qui écrit en français, qu'elle traduit beaucoup en tandem avec, il me semble, Patrick Honoré. Elle traduit beaucoup de textes du japonais au français. Et comme un certain nombre de personnalités côté Japon ou côté français, elle fait trait d'union, elle essaye de faire trait d'union, entre autres, elle essaye d'autres choses, elle vit sa vie, je pense aussi, mais elle a ce rôle quand même important d'ambassadeur et de passeur de choses entre 2 cultures qui, d'après ce que j'en sais, s'adorent, mais se comprennent pas nécessairement toujours très bien, les Français étant capables d'autant de délire sur le Japon que les Japonais de délire sur la France, quoi, si je peux résumer les choses ainsi. Et alors je l'ai relu, je l'avais lu quand il est sorti, je l'ai relu pour la soirée. Il m'a paru un peu plus, pas mondain, mais un peu moins vibrant que lorsque je l'avais lu la première fois, mais je pense que c'est le temps qui passe, le fait que Fukushima va dater bientôt de 4 ans, et et ce qu'elle dit très bien à la fin de son livre, c'est que ça reste une sorte de plaie purulente qui... Voilà, il y a constamment des radiations qui continuent à se déverser, il y a une petite partie du pays qui est d'accès interdit, et il y a cette insécurité supplémentaire qui se surajoute à toutes les insécurités climatiques, séismiques, etc. Ou séismique, ça se dit pas, séismologiques du pays, dont notre ami Kamo no Shome parlait déjà, parce que son tremblement de terre trouve évidemment un écho dans celui qui provoque le tsunami de mars 2011, et voilà, donc ce qu'elle essaye de faire, c'est au moment où les nouvelles du Japon arrivent en France, parce elle est en France à ce moment-là, elle essaye de surnager entre ce qu'on lui dit du Japon, ce qu'on lui dit de la France, et elle est comme cette espèce de boule qui vous avez ça dans les musées scientifiques, de boule qui est tenue en lévitation par des influences magnétiques diverses et variées. Ce récit qui a certains aspects vraiment tout à fait acérés fait penser vraiment à cette espèce de chose en suspension.
Elle revient au Japon assez rapidement pour revoir sa famille, pour voir si un peu tout va bien, pour voir comment les choses se rajustent. Rien ne se rajuste, et elle reste à la fin du récit qui, je pense que la dernière, ça se présente comme un journal, la dernière entrée de journal est du 30 avril, donc un mois et demi après le tsunami. La chose reste évidemment ouverte, comme elle l'explique. Je vais vous lire cette dernière entrée. À un moment, j'ai pensé clore ce livre sur la description de mon départ au Japon. C'était quand j'avais l'impression que quelque chose était déjà fini, et je redoutais de constater la fin sur place. Je pense finalement que j'ai bien fait d'y aller et de poursuivre ma chronique. Ce n'est pas pour nier la réalité de la fin, quelque chose a pris fin, ou plutôt s'est brisé, c'est sûr. Et si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu à Tokyo, ce livre, tout en restant un rapport sincère, aurait pris une couleur plus sombre. Il aurait recueilli moins de voix, moins de nuances. Le livre a fatalement une fin, et fatalement, la réalité n'en a pas. Un livre qui traite d'une catastrophe, un livre sur une révolution, s'interrompra forcément au milieu, même si le contenu court au-delà des événements. Parce qu'une catastrophe, une révolution, une guerre ne sont jamais terminées au moment où elles s'achèvent. Elles se prolongent encore longtemps. Cette chronique ne peut donc pas se terminer, elle ne peut être qu'interrompue. À ce livre, il manquera toujours une suite. La suite de la réalité, qu'elle soit tragique ou heureuse. Au bout du compte, je ne suis pas parvenue à donner une fin heureuse à ce livre, puisque la fin n'existe pas. Voilà, mais de même, je vous recommande vivement le récit qui est à la fois très détaché et en même temps complètement à vif, et dans cette langue qui est la sienne et qui peut-être, mais il faudrait lui poser la question, peut-être aurait-elle écrit quelque chose de différent en japonais, mais là c'est un livre qui est vraiment dans l'entre-deux et qui résume pas, mais qui parle un peu aussi de ce qu'on a fait ce soir, à savoir, je pense, essayer de parler d'un pays, alors qui vous est votre objet d'étude de bien d'autres choses, qui moi est plutôt une sorte de, comme je le disais, une sorte de possession parfois un peu absurde. Je me demande quel est ce machin qui me ronge, qui fait que dès qu'il y a marqué Japon, pas j'y vais, qui peut d'ailleurs parfois être totalement ridicule, je le reconnais. Mais voilà, donc j'espère qu'on a réussi à vous donner d'abord envie de lire ces livres, et ensuite envie de découvrir en particulier le Kojiki. Et peut-être 2 ou 3 autres livres que vous voudriez recommander, parce que moi j'en ai... Je pense, il faut que je réfléchisse. Allez-y. Non, il y a deux choses que je voulais citer. Le premier qui malheureusement n'était pas disponible, mais qui a un très beau récit de Oka, qui est un romancier qui a surtout écrit après la guerre et qui a écrit notamment un livre qui s'appelle Les Feux, dont a été tiré un film assez magnifique de Kobayashi, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Feu dans la plaine. Et ce film va être, ce roman va être adapté à nouveau. J'ai complètement oublié par qui, mais c'est par un excellent réalisateur. Qui se l'appelle-t-il ? Si, Tsukamoto, Shinya Tsukamoto, l'homme de Tetsuo. Et donc c'est très étrange si les gens ici qui ont vu Tetsuo, qui savent l'étrangeté de ce film. C'est un homme. Alors on est encore dans la transformation physique. Tetsuo, c'est un personnage qui se rend compte un jour qu'il a des bouts de métal qui lui sortent du visage, du torse, etc. Et à la fin du film, qui est relativement court, il est totalement transformé en amas métallique. Il se balade dans Tokyo et c'est le chaos. Voilà, donc Shinya Tsukamoto, qui a fait plein de films tout à fait étranges et extraordinaires, va donc adapter ce roman de Oka. Et ce dont j'aurais voulu parler ce soir, mais qui est donc plus disponible apparemment, c'est son journal de captivité. Il a été fait prisonnier par les Américains à la fin de la guerre, il était dans les Philippines, et ce journal de captivité, qui doit s'appeler Journal d'un prisonnier de guerre, chez Belin, est tout à fait extraordinaire. Et l'autre chose, c'est Dogra Magra, je ne sais pas si on l'a ici. Ouais.
Enfin. Il est en piqué, ouais. Il est en piqué, en poche piquée, voilà. Là. Là. Qui est un ouvrage d'une grande étrangeté sur délitement par la folie, une recomposition de récits, un récit comme vous le voyez qui est énorme, torrentiel et qui tourne autour de ces figures et qui était assez drôle en même temps, qui était vraiment et qui est magnifique, qui est magnifiquement traduit, je pense. Et moi, je vais repenser à des ouvrages. Donc, pour Ishikawa Jun, je recommande Le Faucon, qui est traduit par... il y avait un ouvrage, un exemplaire là, mais il a disparu. Ah, il est là. Désolé. C'est traduit par, juste son nom, je ne me rappelle plus, j'ai un trou. Edwige de Chavannes. Edwige de Chavannes, qui est, bon, c'est très bien. Donc ça, c'est Ishikawa Jun, ça commence parce que j'ai raconté, on a vu, comment dire, concerne quelque chose, un monde matériel, on va dire, et ça va évoluer Ishikawa Jun au fur et à mesure. Alors là, on est à l'autre bout avec Le Faucon. C'est des récits qui deviennent presque quasiment entièrement fantastiques. Vous avez aussi celui-là. Bon, ça, j'avoue que j'aime moins celui-là, même si c'est moi qui ai plus ou moins fait la couverture. Ishikawa Jun, là j'ai fait la postface, c'est pas moi qui ai fait, elle vient de mourir, mais c'est comment il s'appelle, oui, Jean-Jacques Tudine qui a fait la traduction. Alors, c'est des ouvrages qui sont plus longs, c'est des romans d'Ishikawa Jun qui, à la fin de sa vie, il faisait plus que des romans. Donc là, on passe dans des univers assez, enfin, c'est toujours en rapport avec la réalité, je dirais, quotidienne, mais, enfin, oui, ou l'actualité, je dirais, mais ça évolue vers des choses assez, vraiment très très étranges. Là. Et toujours avec quelque chose de, c'est ce qui illustre bien ce démon en couverture. Je dirais toujours, on voit un côté, il y a toujours un côté Kojiki, je dirais, un côté toujours exubérance, c'est quelque chose d'un peu, un peu des choses sexuelles aussi et tout, mais c'est ça chez Ishikawa Jun vers la fin. Et puis, donc, alors le Faucon, là, c'est moins comme ça, mais c'est aussi, on est dans l'étrange. Et pour ce qu'il y aura entre les deux, pour comment ça a évolué, je dirais, vers l'étrange, ça c'est la prochaine traduction que je publierai et qui devrait s'appeler La Conception Immaculée. Mais bon, ça sera bientôt en vente dans les bonnes librairies. Donc il y avait ça. Après aussi, pour le côté Kojiki, vous avez un auteur qui est mort en 92-93, mais bon, il est mort prématurément, on va dire, qui est tout à fait aussi dans cette veine, c'est Nakagami Kenji. Alors pour commencer, je commande 1000 ans de plaisir. Alors bon, Nakagami Kenji c'est particulier. Hein. Nakagami Kenji il est issu d'un bulaku. Bulaku, ce sont les bulaku-mines, c'est les habitants des bulaku, des hameaux. C'est une catégorie de la population japonaise qui est discriminée. Alors les origines de cette discrimination remontent à la nuit des temps, on peut dire. Ce serait plus ou moins en rapport parce que c'était en contact avec le sang, c'est eux qui tannaient les animaux, qui tannaient les peaux, etc. par exemple. Et le sang dans le Shinto, c'est tabou. Enfin, comme quand le dieu a balancé le cheval dépecé sur la tisseuse, là, ce qui a provoqué sa mort, il y avait déjà cette idée de sang, etc. Je pense qu'il était déjà là-dedans. Puis il y a d'autres choses avec le sang dans le Kojiki. Le sang, c'est pas bon. Donc ces gens-là, ils étaient discriminés, donc ils habitaient dans des hameaux un peu à l'extérieur des villes, et puis avec le monde moderne, les villes se sont étendues, ça s'est retrouvé un quartier dans la ville, et donc Nakagami Kenji, il était issu de ce quartier, alors il est parti assez tôt parce que sa mère ne voulait pas qu'il vive là, donc il est parti vers 6 ans, puis après le quartier a été rasé par la ville, etc. Mais donc tous ces récits, ça tourne autour de ce quartier, mais il ne dit pas qu'il est bulaku-mine, qu'il est d'origine bulaku-mine, il ne parle pas de bulaku-mine directement, donc si on ne sait pas ce détail-là, on a plus de mal à comprendre ses œuvres. Donc les 1000 ans de plaisir, ça raconte, c'est une vieille qui est du bulaku. Le bulaku va bientôt disparaître et elle se remémore différentes époques, on peut dire, du bulaku à travers différents héros qui sont tous de la même famille. Donc les aventures qu'ils ont eues dans ce bulaku, alors c'est un côté aussi assez intense, assez... alors, bon, j'avoue que moi personnellement, j'aime moins Nakagami Kenji, mais c'est un auteur très, très intéressant aussi. C'est un côté aussi, bon, très, très, très exubérant, très intense. Et puis, dans un genre totalement différent, comme film,
Alors là, c'est pas du tout des films de grands auteurs, mais c'est intéressant de comparer les deux. J'aime bien toujours mettre deux choses comme ça en pendant. Vous avez la série des Kozule Okami. Kozule Okami, c'est Baby Cart, je sais plus comment ça s'appelle. Alors, c'est bon, enfin, en gros, c'était le bourreau alors je sais plus ce qu'il est pourquoi exactement, mais c'est le bourreau du shogun. Le shogun, c'est le chef militaire, donc à l'époque d'Edo. Qui est tombé en disgrâce, donc il part sur les routes, il est toujours avec son gamin dans une espèce de landau de l'époque, c'est pour ça qu'on appelle ça Baby Cart, et il est pourchassé par une famille qui veut sa vengeance, qui veut se venger de lui, etc. Donc il y a toujours des combats sanglants, des membres qui partent partout, du sang, tout. C'est toujours là aussi un rapport avec le Kojiki, c'est pour ça que je parlais du Kojiki au début, c'est vraiment quelque chose qui a une continuité, je dirais, dans la culture japonaise. L'enfant ne meurt pas. Oui, l'enfant, non, jamais. D'ailleurs, le héros, non, il n'est pas. Mais alors, ce qui est bien, c'est que vous avez le héros qui est toujours là, rien entendre rien dire. Alors, c'est le vrai, enfin, le type du samouraï. Il est silencieux, il pousse son truc, et puis quand il se bat, il coupe tout le monde en morceaux. Mais généralement, il est quand même assez avare en mots. Et puis, ce qui est bien, c'est de regarder un autre film. C'est un peu finalement le même genre, parce que c'est un film de samouraï avec des gens qui se coupent en morceaux. C'est Zatoichi. Alors, c'est pas le Zatoichi de. C'est pas Zatoichi de... Comment il s'appelle Takeshi, hein, c'est la véritable série Zatoichi. Parce que là, vous avez aussi un personnage qui est un personnage d'aveugle, et puis il y a aussi un bretteur hors pair. Mais lui, par contre, c'est un type qui parle tout le temps. Donc, les deux types étaient les frères, les deux acteurs. Alors, les frères en plus. Donc il y a deux côtés, il y a le personnage qui est en effet muet, et puis le personnage qui parle beaucoup, qui est très, très sympathique, etc. Et puis tous les deux sont aussi dangereux, n'empêche. Mais bon, il y a aussi ces deux côtés aussi du japonais, on peut dire, le japonais qui ne dit rien et le japonais qui parle beaucoup. Ça montre aussi deux aspects différents, parce que les japonais sont tous différents. Merci beaucoup, merci. Le cinéma, mais je crois qu'on aurait oui, non, on ferait une autre soirée. On ferait une soirée sur ce cinéma, on vendra les DVD. Simplement pour conclure, on voulait dire quelques mots sur les livres d'Anne Sylvie, et notamment sur deux livres qui sont parus récemment. Donc ce recueil de nouvelles, donc Anne Sylvie écrit sous le nom de Anne Sylvie Salzman, donc ce recueil qui a un titre magnifique qui s'appelle Vivre sauvage dans les villes. Donc, qui est le deuxième recueil de nouvelles qui est paru en 2014 au Visage Vert. Les nouvelles avaient déjà été publiées en anglais avant chez Tartarus Press. Voilà, c'est des nouvelles fantastiques qui sont magnifiquement illustrées. Alors, je ne sais pas comment on prononce le nom de Stepan Udin. Vous pourrez regarder les illustrations. C'est divisé en trois parties le recueil, donc Filles perdues, Crucifixion et Vivre sauvage dans les villes, donc avec 7 nouvelles, et ces 7 nouvelles elles explorent des terreurs qui sont enfouies au plus profond, donc les thèmes de la folie, des monstres, de l'enfantement, de l'animalité. C'est des thèmes qu'on avait déjà trouvés dans l'Amont, qui est aussi un très très beau recueil que je vous conseille si vous ne l'avez pas lu, qui est paru en 2009. Et ici, ils sont abordés de façon encore plus saisissante, plus charnelle. Il y a toujours un contraste entre le style, l'écriture extrêmement élégant d'Anne Sylvie, les illustrations qui magnifient ça, et des thèmes qui sont profondément inquiétants, voire monstrueux. Donc il y a beaucoup d'influences, certainement. Je vais juste parler de 2 ou 3 nouvelles. La première qui s'appelle Fox into Lady, où on a une jeune femme japonaise, Keiko, je ne veux pas faire de spoiler, mais qui va donner naissance à quelque chose de très particulier. Je crois que ça revisite un conte japonais, cette nouvelle. Non. Moi, ça m'a fait penser à David Garnett, La femme changée en renard, comme un espèce d'envers de cette nouvelle-là. En tout cas, c'est... voilà, bon, ça fait appel à la peur de la maternité, de l'enfantement d'une créature monstrueuse, ou de l'angoisse de l'enfant qui peut être l'enfant à naître qui est transformé en menace. Il y a des nouvelles qui m'ont rappelé l'ambiance que j'avais beaucoup aimée dans le premier recueil, L'Amont, en particulier dans la deuxième partie du recueil, donc Crucifixion, où on retrouve cette espèce d'atmosphère de lande écossaise et sauvage. Par exemple, dans une nouvelle qui s'appelle Shioge, c'est ça comme ça qu'on dit, où on a le berger Shioge, donc son troupeau est décimé par une bête invisible, un mâle qui est à la fois inexplicable et inéluctable. Et puis donc il y a la dernière nouvelle qui porte le titre du recueil, Vivre sauvage dans les villes, qui je trouve un sommet, où on a une jeune femme de 20 ans qui quitte tout ce qu'elle a, sa routine, ses études, le domicile de ses parents, et se transforme en une sorte de créature dans la ville qui reflète toute la sauvagerie et le mal de vivre, la difficulté de vivre dans les villes contemporaines.
Donc je vous invite, puisque Anne-Sylvie est là, à acheter, à offrir l'amont de Livres sauvages dans les villes et à les faire signer. Et donc on voulait aussi dire un mot des dernières nouvelles d'Estreni qui est paru récemment chez Dystopia. Je vais juste dire un mot. Moi, ce qui m'a frappé dans ce livre, bon, alors Dystopia, ce sont des amis, donc j'essaie de regarder avec attention ce qui sort. Et là, effectivement, moi j'ai été complètement sidéré en fait par ce livre. Alors, je connaissais Anne-Sylvie Sazman, j'avais adoré Lamont, les nouvelles, j'avais adoré le Fleuve Noir, enfin le premier roman. J'avais adoré les deux, et puis je savais par ailleurs à quel point Sylvie maîtrise le fantastique 19e, début du 20e et le fantastique contemporain, donc qu'il y a vraiment une connaissance intime. Et dernière nouvelle d'Estreni, il n'y a pas de fantastique, mais il est tout le temps présent, tout le long. C'est assez incroyable à quel point quelqu'un qui, enfin à ma connaissance, n'est pas bulgare, roumaine ou serbe, réussit à écrire, même si c'est sous forme de 6 nouvelles, le roman en fait de l'essence des Balkans. Enfin, c'est incroyable, les Balkans c'est une des régions les plus compliquées du monde, c'est compliqué géographiquement. Il y a la mer qui voisine des montagnes de 2500 mètres à moins de 5 km d'écart. Il y a toutes les formes de paysages qu'on peut imaginer, qu'on croit trouver qu'en Norvège, et en fait ils sont là. C'est une des régions du monde où la géographie forme en fait les gens depuis toujours. Bon, c'est aussi une des régions, l'histoire la plus compliquée depuis toujours, et on a encore des traces aujourd'hui évidemment. Et en 6 nouvelles, Anne-Sylvie va en utilisant donc 6 narrateurs, dont 5 sont liés par des liens du sang et un non, trace en fait sur un siècle en gros. Les dates ne sont pas précisées, il faut deviner, il faut sentir à partir de ce dont on parle. Trace un portrait en fait ramassé sur un pays donc. Alors Yves et Ada Rémy, qu'on aime beaucoup, disent c'est un pays clandestin en fait, l'Estreni. Elle existe, on ne sait juste pas qu'elle existe parce qu'elle est cachée. Mais c'est un peu l'essence des Balkans, quoi. C'est un pays qui les rassemble tous, qui les transforme. Et donc en 6 étapes, on part de vers 1880 et on finit vers 1980. Et on a un peu tout, c'est-à-dire l'essence de la fin de l'Empire austro-hongrois, l'essence de la vague communiste et de l'installation en fait des régimes avec ces palais monumentaux un peu dans tous les pays d'Europe de l'Est. On a même pu parler d'architecture stalinienne, enfin et tout, et qui ont un sens qui va bien au-delà du simple fait de mettre des pierres les unes sur les autres. Il y a ensuite le contraste entre des peuples qui vivent sur une colline ou dans un espace de montagne et puis d'autres qui vivent dans la plaine, et où il y a des espèces de haine séculaire qui reposent sur des faits religieux, sur des faits ethniques, même si ça ne veut pas toujours dire grand-chose, enfin et tout ça. Et d'arriver à synthétiser ça en 6 nouvelles et en un roman, enfin moi je trouve ça assez incroyable. Et après, c'est servi par une écriture qui est d'une précision, d'une poésie, enfin qui est... franchement, moi, si vous devez acheter un seul livre cette année, c'est celui-là, quoi. C'est facile. Non, en fait, c'est excellent. Ouais, mais c'est vrai. Voilà. Et donc, et surtout, à en profiter, comme l'auteur est là. Non, mais vraiment, quoi. Merci beaucoup, merci infiniment, Vincent. Merci.